À son apogée, l'Empire romain semblait imbattable. C'était l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu. Il a repoussé tous ses ennemis militaires. Il a construit un État administratif complexe qui régnait sur des régions allant de l'Égypte à l'Espagne, en passant par l'Angleterre, et aussi loin à l'est que l'Irak moderne. À son apogée, elle semblait devoir régner éternellement. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un lointain souvenir. Pourquoi l'Empire romain a-t-il fini par s'effondrer? A-t-il rencontré un ennemi trop puissant pour le repousser? A-t-il été miné par des conflits internes ou s'est-il tout simplement étiré à l'excès? La réponse n'est pas l'une ou l'autre de ces questions, et la chute de l'Empire s'est étalée sur des centaines d'années. Pour connaître la vérité sur la chute de l'Empire romain, il faut remonter à la manière dont il est devenu un empire, car à l'origine, il s'agissait d'une république dont le territoire était beaucoup moins étendu. La République avait succédé à la monarchie défectueuse qui l'avait précédée, mais le peuple semblait réclamer un gouvernement plus unifié. Un homme était tout à fait disposé à répondre à cet appel. Jules César, l'homme nommé dictateur perpétuel de Rome au milieu du 1er siècle avant notre ère. Il a commencé à consolider son pouvoir, devenant un dirigeant populaire et efficace qui a remporté de nombreuses campagnes militaires. Et beaucoup de ses rivaux ont compris qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner son nouveau pouvoir. Les élites de Rome l'ont assassiné, déclenchant l'une des plus grandes crises politiques de l'histoire romaine. Des guerres civiles ont éclaté, de nombreuses personnes cherchant à s'emparer du pouvoir. Finalement, Octave, le fils adoptif de César, a pris le pouvoir à l'issue de ces guerres. Il poursuit l'héritage de son père en conquérant les territoires voisins, dont l'Égypte, mettant ainsi fin à l'ère hellénistique de ce pays. Bientôt, il est plus puissant que son père ne l'a jamais été, et le Sénat romain réagit en conséquence. Il lui accorde le titre d'Auguste, l'autorise à régner à perpétuité, et, bientôt, plus personne n'osera contester son pouvoir. Les comploteurs qui craignaient que César ne devienne un dictateur avaient accidentellement conçu l'ascension du premier empereur de Rome. Et il ne sera pas le dernier. À partir de ce moment-là, Rome ne devient pas seulement une autre monarchie gouvernée par une série de dirigeants héréditaires, bons ou mauvais, mais elle développe une soif de conquête qui s'étend à une grande partie de l'Europe et à certaines parties de l'Asie et de l'Afrique. Alors que l'Italie reste le centre de l'Empire, les autres territoires sont organisés en provinces, chacune administrée par un gouverneur local ayant des approches radicalement différentes en matière de leadership. L'Empire sera bientôt si vaste qu'il sera impossible pour un seul dirigeant de maintenir un contrôle total sur chaque territoire, ce qui signifie que les provinces conserveront un certain niveau d'autonomie, tant qu'elles paieront leurs impôts et ne causeront pas de problèmes susceptibles d'éveiller l'ire de l'empereur. Le système semble fonctionner. L'Empire est suffisamment stable pour que les 2 siècles suivants soient largement connus sous le nom de Pax Romana. Mais sous la surface, des problèmes se préparent. Au cours du 1er siècle de notre ère, un conflit religieux a commencé à se développer sous la surface. L'Empire romain vénérait largement le panthéon traditionnel, dirigé par Jupiter et fortement lié au panthéon grec dirigé par Zeus. Cette foi polythéiste se caractérisait par des temples ornés dédiés aux différents dieux et par un folklore sauvage qui faisait paraître les dieux plutôt mesquins et humains. Les aventures de Jupiter avec des femmes humaines et les dieux qui se vengent des griefs les plus insignifiants étaient des éléments essentiels de la foi de l'époque. Et puis vint le christianisme. Issu des enseignements du rabbin juif connu sous le nom de Jésus et de sa crucifixion par les autorités romaines, cette nouvelle foi abrahamique était basée sur la foi souvent persécutée du judaïsme et a largement reçu le même traitement dans les premiers temps, bien que certaines des histoires les plus dramatiques, comme celle des premiers chrétiens jetés en pâture au lion, n'aient pas de fondement historique. L'Empire romain considérait les nouvelles religions comme une menace pour l'ordre établi. Mais les religions ne sont pas faciles à tuer. Le conflit est passé inaperçu, et le christianisme n'était pour l'essentiel qu'une petite religion au cours de ses premières années. Un empereur avisé se serait probablement attaché à maintenir la stabilité de l'Empire plutôt qu'à persécuter les païens. Mais une monarchie dépend souvent des caprices de l'ordre des naissances et de la génétique. Et en l'an 177, la chance de Rome a tourné. Le nouvel empereur, Commode, allait bientôt devenir tristement célèbre pour cette raison précise.
Plus jeune empereur de l'histoire, à l'âge de 15 ans, son règne a été dicté par ses émotions, ce qui l'a conduit à l'insouciance. Un adolescent qui prend de mauvaises décisions lorsqu'il a trop de pouvoir. N'en parlons plus. Comme elle héritait de l'empire construit par nombre de ses prédécesseurs, il lui était difficile de faire des erreurs dans les domaines les plus importants, mais de retour à Rome, il n'a pas perdu de temps pour semer le chaos. Il était connu pour son style de leadership inconstant et dictatorial, ainsi que pour son amour des combats de gladiateurs au Colisée. Il participait même à des duels, ce qui signifiait que quiconque l'affrontait devait s'attendre à mourir tranquillement. Il a créé un culte de la personnalité autour de lui, et son règne a été si chaotique qu'il a été immortalisé par Joaquin Phoenix en tant que méchant dans le film Gladiator, qui a été récompensé par un Oscar. Son règne s'est terminé comme il avait commencé, dans le chaos. Commode est assassiné par un lutteur dans les termes romains après 15 ans de règne, et les choses ne feront qu'empirer à partir de là. Le Sénat romain le déclare ennemi public et abat ses statues. Un nouvel empereur lui succède, au cours de ce que l'on appellera l'année des 5 empereurs. En 193 de notre ère, une guerre civile s'ensuit. L'empereur suivant est assassiné 3 mois seulement après son entrée en fonction. Son successeur paie les gardes pour qu'il le laisse devenir empereur, et il est renversé et exécuté quelques semaines plus tard. Le chaos ne s'estompe que lorsque 2 empereurs, Septime Sévère et Claudius Albinus, règnent simultanément, bien qu'ils considèrent l'un et l'autre comme une menace. Le climat politique de Rome est en plein chaos, et bientôt, les gens de l'extérieur allaient commencer à s'en rendre compte. De nombreuses provinces de Rome étaient semi-autonomes depuis longtemps et avaient développé leur propre culture. Alors que l'État romain s'enfonçait dans le chaos, elles ont commencé à se demander pourquoi ne pas l'officialiser. Alors que les Romains se débattaient avec une série d'empereurs faibles, fous et sans importance, souvent en succession rapide, les territoires ont commencé à se séparer à un rythme de plus en plus rapide. Il y eut d'abord l'Empire gaulois autoproclamé, qui emporta avec lui la majeure partie du territoire de la France et de l'Angleterre actuelle. Puis vint l'Empire palmyrénien, dirigé par la reine Zénobie, qui s'empara d'une grande partie de l'Égypte et de la côte orientale de la Méditerranée, y compris les nombreux sites clés de la Terre Sainte. C'est la plus grande crise de l'histoire de Rome, mais elle s'accompagne de nombreux changements. Au IIIe siècle, 3 empereurs ont mis fin à cette crise, mais l'Empire romain qui en est issu n'est plus le même. Le premier fut Aurélien, qui ne régna que 5 ans, mais eut un impact considérable. À l'époque, l'armée romaine, affaiblie, était attaquée par des tribus barbares et des conflits internes, et il semblait que les jours de l'Empire étaient sur le point de s'achever. Mais Aurélien avait gravi les échelons de l'armée et en connaissait bien les rouages. Sous son règne, il repoussa les attaques des tribus et conquit à la fois l'Empire palmyrénien et l'Empire gaulois. Il entoura Rome de puissantes murailles, abandonna les provinces trop difficiles à conserver et améliora l'économie de la ville. Sous son court mandat, Rome commence à ressembler à ce qu'elle était à son apogée. Ses successeurs poursuivirent son œuvre. Dioclétien, qui régna 20 ans, était lui aussi un vétéran de l'armée, mais la plupart des travaux militaires avaient déjà été réalisés. Il concentre ses efforts sur l'amélioration de la stabilité de l'Empire, notamment par la création d'un système de tribunaux régionaux qui permet à l'Empire de mieux contrôler ses provinces éloignées. Alors que l'Empire avait récupéré le territoire perdu par les provinces dissidentes, Dioclétien a recommencé à s'étendre et, à la fin de ses 20 ans, il est devenu le premier empereur romain à abdiquer volontairement de son poste, se retirant dans son palais. Mais son successeur aurait pu avoir un impact encore plus important. Les 31 ans de règne de Constantin le Grand seront parmi les plus fructueux de l'histoire de l'Empire. Il introduit une nouvelle monnaie, étend le territoire de l'Empire et réorganise l'armée pour la rendre plus efficace. Mais son changement le plus important est sa conversion au christianisme, qui aurait été déclenchée par la vision d'une croix dans le ciel. À mesure que l'empereur romain se convertissait, de nombreux citoyens de Rome faisaient de même, ce qui a permis au christianisme de devenir une religion d'envergure mondiale. À la fin de son règne, le territoire de l'Empire était proche de son apogée, s'étendant jusqu'à Byzance à l'est. À sa mort, Constantin laisse l'Empire à ses fils, fondant ainsi une nouvelle dynastie qui régnera sur Rome. L'Empire romain semblait plus sain que jamais, et de nombreuses personnes pensaient que c'était le début d'un nouvel âge d'or. Comment les choses ont-elles pu tourner si mal ?
C'est en 337 de notre ère que Constantin est décédé. Si le règne de Constantin a été riche en succès, des problèmes se cachent sous la surface. Son adhésion au christianisme avait donné à l'Église un pouvoir massif à Rome, et bien que beaucoup l'aient soutenu dans cette décision, certains ne souhaitaient pas que l'Empire tombe sous l'emprise du christianisme. Les ennemis de l'État sont exécutés et leurs biens sont donnés à ceux qu'ils favorisent. L'armée est bien payée, mais les soldats semblent bientôt se livrer à une corruption flagrante. Mais l'Empire restait la plus grande puissance du monde, et il était difficile d'imaginer que quelqu'un puisse le défier. Mais les empires ne sont pas à l'abri des conflits internes. Après la mort de Constantin, le trône de l'Empire est à nouveau ouvert à la concurrence. Et cette époque donne lieu à de nombreux conflits pour savoir qui prendra le contrôle. Ses fils ont d'abord gouverné conjointement, mais le chaos a suivi, et Rome a été plongée dans la guerre civile. De nombreux territoires sont repris par des chefs locaux, les territoires allant et venant, au gré des victoires militaires. Malgré cela, le cœur de l'Empire n'est pas remis en cause et, en 379, un nouvel empereur, Théodose, se lève. Général éprouvé, il deviendra l'un des plus grands chefs militaires de Rome et mettra fin à cette ère de conflit. Mais des menaces bien plus graves se préparent au-delà des frontières de Rome. Aussi étendues que fussent les frontières de Rome à l'époque, il était difficile de croire qu'un peuple nomade venu d'un continent lointain allait tout faire basculer dans le chaos. Mais les Huns n'étaient pas des nomades ordinaires. Guerriers féroces, ils avaient fait des incursions en Asie et en Europe de l'Est. Et là où ils allaient, les gens fuyaient. Leur conquête massive de territoires a conduit les tribus gothiques locales à fuir vers l'Empire romain. Soudain, les Romains ont dû faire face à un afflux massif de guerriers barbares fuyant à travers leurs frontières, et le manque d'organisation de Rome dans les États frontaliers est revenu les hanter. Un gouvernement bien organisé aurait pu réinstaller ces nouveaux résidents et les intégrer à l'État romain, et même utiliser leur intelligence guerrière pour revigorer l'armée. Malheureusement, les fonctionnaires locaux corrompus ont préféré les exploiter, pensant qu'ils ne représentaient pas une menace. Ils allaient se tromper lourdement. Les Romains comptaient désormais un grand nombre de guerriers étrangers à l'intérieur de leurs frontières. Ces invités ont constaté que l'hospitalité romaine laissait à désirer et ont rapidement pris les armes. Ils sont rejoints par d'autres tribus qui franchissent la frontière. Et ce qui n'était au départ qu'une crise de réfugiés se transforme rapidement en une guérilla. Bien que Rome dispose d'une force militaire supérieure, elle est également dispersée et concentrée dans les villes. Et les forces envoyées pour affronter les Goths constatent que les envahisseurs se battent beaucoup plus durement que prévu. Les élites n'ont que très peu ressenti cette crise. Elles sont restées en sécurité dans leurs villes fortifiées. Mais dans les vastes étendues de la campagne romaine, les Goths ont rapidement gagné des territoires et revendiqué les terres d'anciens sujets romains dans les Balkans. Théodose a peut-être un peu trop négligé ce problème. L'empereur a peut-être restauré l'armée romaine d'une certaine manière, mais les coffres semblaient encore un peu vides après des décennies de mécénat sous ses prédécesseurs. Il a augmenté les impôts pour faire face aux barbares, ce qui lui a valu des rébellions de la part des peuples qu'il gouvernait. Il réprime également les autres religions, doublant l'adhésion de Constantin au christianisme, et persécute même les adeptes d'autres variantes du christianisme. Le chef des rebelles, Magnus Maximus, se déclare empereur en 383 et s'empare du territoire de la Gaule. Cette situation entraîne des pertes considérables en termes de territoire et de troupes, jusqu'à ce que Maximus tente en vain de vaincre Rome elle-même et soit finalement vaincu en 388. Rome redevient la plus grande puissance de la planète. Mais bientôt, tout va changer. En 395, Théodose Ier meurt, laissant derrière lui une armée affaiblie et aucun successeur clair. Ses deux fils revendiqueront chacun l'Empire, mais aucun d'eux n'est un leader capable, laissant leurs ministres prendre la situation en main. Plutôt que de se lancer dans une nouvelle guerre civile brutale 10 ans seulement après la dernière, les deux moitiés de l'Empire se séparent. L'un des empereurs, Arcadius, s'empare de l'Empire romain oriental, qui deviendra plus tard l'Empire byzantin, tandis que l'autre fils, Honorius, s'empare de la partie occidentale, y compris de Rome elle-même. Il s'agit de la plus grande perte de territoire pour Rome à ce jour, et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. L'Empire byzantin perdurera encore 1 millier d'années, avec une base de pouvoir dans la ville de Constantinople,
mais il n'atteindra jamais la puissance mondiale de l'Empire romain. Quant à Rome, elle régnait encore sur une grande partie de l'Europe, mais ses jours étaient comptés. Sans l'immense territoire appartenant désormais aux Byzantins, l'administration de l'Empire était beaucoup plus facile à gérer, mais cela signifiait aussi que les invasions barbares massives étaient plus difficiles à contrôler. Le chef des Huns, Attila, est l'un des chefs militaires les plus redoutés de tous les temps. L'Empire romain allait mourir de 1000 façons. Au cours des 80 années qui suivent, l'Empire romain doit faire face aux attaques brutales des Huns en périphérie et des Goths dans l'ensemble de l'Empire. L'armée romaine n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était et se retrouve fréquemment en retraite. Le territoire de l'Empire se rétrécit morceau par morceau et Rome commence à ressembler moins à un empire puissant qu'à une ville en déclin. Certains dirigeants parviennent à rétablir la puissance militaire, mais aucun ne parvient à la ramener à un niveau qui lui permette de reconquérir des territoires importants. L'Empire boitait jusqu'en 476, date à laquelle un roi ambitieux décida qu'il était temps de lui porter le coup de grâce. Il s'appelait Odoacer et ce personnage, pour la plupart oublié, était peut-être l'un des plus importants de l'histoire. Le dernier empereur de Rome, Romulus Augustulus, portait un nom puissant, mais il n'était qu'un garçon de 16 ans lorsqu'Odoacer l'a envahi. Le roi barbare, de manière surprenante, a traité le jeune roi avec gentillesse alors qu'il mettait Rome à sac, acceptant sa reddition et permettant au garçon de rester en vie. Il l'envoya vivre chez des parents, lui accordant même une pension, avant de se déclarer souverain de l'Italie. Il s'agit probablement du licenciement le plus spectaculaire qu'un adolescent ait jamais connu pour un premier emploi. Mais maintenant, l'Empire romain était terminé. Où l'était-il? Cela dépend de la définition que l'on en donne, car Odoacer règne désormais sur ce qu'il en reste, mais il est considéré comme un occupant étranger. Le Sénat romain ne le considère pas comme un dirigeant romain légitime et transfère le sceau de Rome à l'Empire d'Orient. C'est ainsi que le plus grand empire de l'histoire est entré dans la légende. Ou est-ce le cas? L'Empire romain en tant que gouvernement n'existe plus, mais sa plus grande institution demeure, l'Église catholique romaine. Elle n'en était qu'à ses débuts, moins de 500 ans, mais sa foi s'était répandue très rapidement et allait bientôt s'enraciner dans la majeure partie de l'Europe. Au fur et à mesure que l'Église s'étendait, son pouvoir augmentait également et, pendant la majeure partie du millénaire qui suivit, elle devint le gouvernement de facto d'une grande partie de l'Europe. Même les rois lui rendent des comptes, et rares sont ceux qui contestent le pouvoir du pape jusqu'à ce qu'Henri VIII fonde sa propre religion lorsque l'Église refuse de le laisser divorcer. Ainsi, si l'Empire romain ne contrôlait plus l'Europe, l'héritage de l'Église lui a largement survécu. Mais pourquoi l'Empire s'est-il effondré? L'effondrement de l'Empire romain ne s'explique pas par une raison unique, mais de nombreux facteurs ont joué un rôle, dont certains plus importants que l'effondrement de son armée. L'armée romaine était autrefois la plus puissante du monde, et elle attirait les meilleurs éléments en leur offrant un bon salaire. Mais à mesure que les coffres de l'Empire se vident, il devient difficile de recruter de nouvelles troupes de manière efficace. C'est ainsi que les empereurs se sont mis à remplir les rangs de mercenaires étrangers, qui n'avaient ni les compétences, ni la loyauté des armées précédentes. Nombre d'entre eux provenaient même des armées d'invasion qu'ils combattaient, ce qui a nui à l'efficacité de leurs forces de combat. Les empereurs ont tenté de compenser le manque de personnel, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. De nombreux empereurs ont constamment dépensé trop d'argent pour l'armée, ce qui n'a pas facilité sa gestion. L'immensité du territoire qu'ils devaient gouverner rendait presque impossible une communication efficace et, en l'absence de courriers électroniques ou de groupes de travail pour partager des mémos importants, il fallait souvent attendre des semaines ou des mois avant que des changements importants de politique ne soient communiqués. Au fur et à mesure que l'Empire s'étendait, le problème s'est aggravé. Et bientôt, l'Empire s'est concentré sur la protection de ses villes clés plutôt que sur la gestion efficace de l'ensemble de son territoire. Mais à l'intérieur même de Rome, les choses n'allaient pas beaucoup mieux. L'un des plus gros problèmes de Rome à la fin de son existence était l'absence d'un leadership fort, jusqu'au sommet de la hiérarchie. Être empereur romain n'était pas un travail extraordinaire. Étant donné qu'il s'agissait d'un poste nommé assorti d'un pouvoir quasi illimité, beaucoup de gens le désiraient.
ce qui signifiait que l'obtention du poste s'accompagnait de risques considérables. À un moment donné, entre le 2e et le 3e siècle, plus de 20 hommes ont porté le titre en moins de 75 ans, et la façon la plus courante d'être démis de ses fonctions était de se faire planter un couteau entre les côtes. Il s'avère que Jules César était un précurseur. Lorsqu'un empereur parvenait à se maintenir au pouvoir pendant des années, il y avait de fortes chances qu'il transforme l'Empire en son propre moulin à patronage, en nommant ses alliés à des postes importants. Les gardes du corps de l'empereur, la garde prétorienne, prenaient souvent les choses en main et assassinaient les empereurs lorsqu'ils posaient plus de problèmes qu'ils n'en valaient. Avec un tel gouvernement, il n'est pas étonnant que l'Empire ait commencé à s'effondrer. Tous ces facteurs se sont conjugués pour annoncer la fin de l'Empire romain. Pendant des siècles, l'Empire romain avait été incontesté sur le plan militaire. Ses expéditions ne rencontraient que peu ou pas d'opposition, et son armée pouvait largement balayer un territoire et s'en emparer à sa guise. La conquête de nouveaux territoires impliquait souvent la construction de nouvelles infrastructures destinées à améliorer d'une manière ou d'une autre la qualité de vie dans la région, ainsi que l'application de la règle de l'Empire romain aux citoyens nouvellement acquis. L'armée s'est donc retrouvée à être davantage un organe d'exécution du gouvernement romain, et elle n'était plus préparée à faire face à un conflit militaire majeur. Ainsi, lorsque des étrangers tels que les Goths sont arrivés après avoir été chassés de leur territoire par les Huns, l'armée romaine n'était pas assez forte pour maintenir ses frontières. Tout s'est joué sur une erreur fatale. Si l'armée avait été bien préparée à cette invasion, il y a fort à parier qu'elle aurait pu vaincre les armées goths et défendre son territoire. Ils étaient mieux entraînés et disposaient d'un armement supérieur à celui des Goths. Mais une fois que les Goths ont réussi à pénétrer aux confins de l'Empire, il est beaucoup plus difficile de les déloger sans une opération militaire de grande envergure. Les Romains ont finalement choisi la pire des options. Ils n'ont pas repoussé agressivement les envahisseurs goths et n'ont pas défendu leurs frontières. Mais ils ne les ont pas non plus accueillis dans l'Empire et n'ont pas profité de cette nouvelle main-d'œuvre comme ils auraient pu le faire. Au lieu de cela, ils les ont exploités et embauchés sans jamais les laisser développer une quelconque loyauté envers l'Empire. Cela a conduit à des guerres civiles constantes et à de petites escarmouches militaires, à des tensions croissantes et à une perte lente mais certaine de territoire. Tout cela aurait pu être évité si l'Empire avait mieux coordonné sa réponse aux Goths qui cherchaient refuge à l'intérieur des frontières de l'Empire romain. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.